Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGDIM Assurance. Nous allons parler de démarchage téléphonique, d'IA générative et de courtier bêta-testeur. A tout de suite! Épisode, nous recevons Pascal Onona, vous êtes directrice courtage d'April, et Guillaume Turel, vous êtes directeur général adjoint de CGDIM Assurance. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer cette émission par un sujet d'actualité, c'est celui du démarchage téléphonique. Et donc, avant de vous interroger sur ce sujet, je vous propose un petit décryptage. Ces dernières années, les législateurs ont introduit de nouvelles contraintes pour encadrer la vente à distance par démarchage téléphonique et limiter les pratiques abusives. En 2014, une première loi prévoit la création de Blocktel. Les personnes qui ne souhaitent pas recevoir des appels commerciaux peuvent s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. C'est la naissance de l'opt-out. Une deuxième loi a instauré dès 2022 la vente en 2 temps. Entre le premier et le deuxième appel, les intermédiaires doivent laisser au prospect un délai de réflexion de 24 heures. Les distributeurs ont également l'obligation d'indiquer le caractère commercial de l'appel et d'enregistrer les conversations téléphoniques. Plus récemment, le Parlement a adopté le 22 mai 2025 une nouvelle proposition de loi. Le texte instaure le passage d'un système d'opt-out à un dispositif d'opt-in. À partir d'août 2026, seules les personnes ayant donné leur accord pourront être démarchées. La seule exception à cette nouvelle règle concerne les sollicitations dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Alors après ces explications, Pascal Onona, quels impacts aura le passage à l'opt-in pour un courtier grossiste comme vous, comme April, mais également pour les courtiers que vous accompagnez au quotidien ? Alors déjà, je pense qu'il faut rappeler l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est la protection des consommateurs. Donc forcément, chez April, nous y sommes sensibles. Et dans ce cadre-là, on va accompagner autant que possible nos distributeurs à évidemment être en conformité et à respecter cette nouvelle réglementation. Déjà, ça passe par la sélection de nos distributeurs. On a un certain niveau d'exigence sur la qualité de service rendu à nos assurés April. Ensuite, de façon un peu plus concrète, on va régulièrement, chaque fois qu'on a une évolution réglementaire, apporter des décryptages juridiques, donc à l'occasion de webinaires qui ont souvent beaucoup de succès, parce que les courtiers aiment avoir le décryptage de la loi et comprendre ce que ça veut dire pour eux. Plus particulièrement sur le sujet de l'opt-in, nous, on n'est pas forcément en accompagnement sur toute la partie amont de la vente, c'est vraiment dans le cadre de sa prospection, donc on va lui décrypter la loi. Après, dans nos parcours de vente, ce qu'on a mis en place là dernièrement en lien avec l'évolution de la réglementation sur le démarchage, c'est justement la possibilité d'indiquer s'il s'agit d'un lead froid et d'un lead chaud. Et donc, nos parcours vont s'adapter en fonction de la déclaration du courtier sur tel ou tel contact. Après, encore plus concrètement, en fait, on a des équipes commerciales qui sont dédiées à nos distributeurs qui travaillent par vente à distance, notamment des gros plateaux de vente parce qu'ils ont en fait des besoins d'accompagnement spécifiques, juridiques, mais également KPI, formation de leurs équipes, etc. Justement pour eux, comment ça va changer ? C'est-à-dire comment vont aller recueillir le consentement des prospects pour qu'ils soient contactés par téléphone ? Alors, pour les distributeurs dont c'est le modèle, la distribution à distance, en général, ils sont quand même équipés, bien au fait de cette réglementation. Ils avaient déjà, avec la liste Blocktel, quelques contraintes réglementaires. Là, maintenant, ils doivent aller plus loin. Donc, c'est dans la façon dont ils vont générer leur lead, par exemple, qu'ils vont s'arranger pour que ça devienne un prospect chaud ou un prospect qui a bien volontairement demandé à être rappelé. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt un recentrage de leur stratégie d'acquisition de leads, un format différent. Voilà. Et après, nous, ce qu'on va suivre beaucoup pour ce type de distributeur, ce sont des indicateurs de qualité qui nous permettent en fait d'observer le niveau de qualité et d'accompagnement réalisé auprès du client, le taux de chute, le taux de réclamation, le taux d'annulation, ce genre de choses.
Et on a un dispositif d'accompagnement avec des commerciaux dédiés, ce dont je vous parlais, qui vont travailler avec eux sur comment les aider à améliorer ces indicateurs-là. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce que représente la vente à distance aujourd'hui chez April et est-ce que vous pensez que ça va descendre, que ce pourcentage va descendre suite à cette nouvelle loi? Alors, nous, déjà, on a vraiment une sélection des distributeurs, notamment ceux qui ont ce modèle-là. Aujourd'hui, c'est assez significatif sur les marchés de l'auto ou de la santé individuelle, très peu sur les autres marchés en réalité. Est-ce que ça aura tendance à baisser un petit peu? En tout cas, plus la réglementation va être contraignante et plus effectivement on risque d'avoir une concentration du marché, ou voilà, forcément. Ok. Et vous, Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle loi, de ces évolutions réglementaires, de ces nouvelles contraintes? Alors, c'est une avancée qui est positive, d'abord pour l'assuré, parce que ça va limiter les démarchages qui parfois pouvaient être un peu abusifs, un peu cow-boy parfois. Et plus globalement, pour le marché de l'assurance, ça va être aussi une façon d'avoir un regard un peu différent dans les yeux de l'assuré. Donc l'image de l'assureur, du courtier, des acteurs de l'assurance en est grandie. Et puis ça va être également une capacité à fidéliser peut-être un peu plus son portefeuille, parce qu'il va y avoir moins de démarchages, moins d'entrées-sorties, je dirais un peu intempestives sur le marché. Je pense que si on regarde ensuite les typologies de clients, sur les clients existants, je pense que ce n'est pas un sujet. De toute façon, il y a une relation commerciale qui est existante. Il y a toujours, quelque part, le consentement, il est là, il est de fait. En revanche, pour les nouveaux clients, comme l'évoquait Pascal, il va falloir générer des mécanismes d'obtention de ce consentement. Comment? Par SMS? Alors, je pense que le canal du digital va être renforcé. Parce que c'est un formidable vecteur pour solliciter le consentement de façon implicite, en proposant des offres, en allant sur le site, en remplissant des formulaires, des devis. Je pense également que tous les comparateurs vont permettre également de pouvoir rappeler facilement les clients. C'est vraiment le consentement implicite qu'on obtient là. Très bien, on va attendre donc les décrets d'application de cette nouvelle loi pour voir très précisément les modalités de ce passage à l'opt-in. On va maintenant aborder un autre sujet, c'est celui de la transformation d'April. Alors, je vous présente le courtier April. Vous êtes courtier grossiste, vous êtes présent dans 20 pays et vous travaillez avec 17 000 partenaires distributeurs. En 2024, vous avez enregistré un chiffre d'affaires de 860 millions d'euros, en augmentation de 36%. Et vous visez le milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2027. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors, on a une croissance soutenue depuis plusieurs années et effectivement, à horizon de notre plan stratégique, nous visons le milliard autour de 3 gros enjeux. D'abord, on continue une croissance soutenue sur nos marchés de prédilection, notamment sur le courtage France, sur les marchés assurance emprunteur, santé, prévoyance, individuelle, professionnelle, collective, toute la partie IARD. Avec le dommage de niche notamment, mais pas que, et puis la santé des expatriés, donc à l'international. Ça, c'est notre premier axe. On continue notre croissance sur nos marchés, on va dire, historiques. Le premier axe, c'est la diversification de nos activités. Nous avons fait l'acquisition il y a maintenant 1 an de DLPK, ce qui nous permet d'ajouter une branche nouvelle pour le groupe retraite et épargne, et ce qui va nous permettre notamment pour nos distributeurs, courtiers-distributeurs, de leur proposer une offre sur du PER individuel dès le mois de septembre. Voilà, c'est le deuxième axe, diversification de nos activités. Et le troisième axe, c'est l'internationalisation. Donc on veut prendre des positions à l'étranger avec des ambitions assez fortes, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Voilà. Maintenant, on va parler un peu de la place de la technologie dans ces objectifs de croissance et de développement. Sur quels sont vos chantiers prioritaires chez April? Alors là, je vais plus parler du courtage France. Et ils sont vraiment autour de notre plateforme Aprilon. Donc c'est notre plateforme digitale à destination de tous nos distributeurs. Et ça s'articule autour de 3 grands axes. Le premier, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour des parcours de vente, des parcours de souscription, d'adhésion, où là, le mot d'ordre, c'est d'essayer d'être le plus fluide possible pour le distributeur et pour l'assuré. Voilà, comment on rend le parcours de souscription le plus simple et comment on s'adapte aussi aux évolutions du marché de distributeur à travers ces parcours. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle, nous, les fonctionnalités business.
On a un partenariat stratégique avec Salesforce depuis quelques années maintenant où on propose avec Salesforce des fonctionnalités dites CRM, des fonctionnalités qui tournent autour de comment j'optimise l'efficacité commerciale de mes distributeurs. Donc l'idée, c'est de leur offrir vraiment des fonctionnalités CRM où ils vont pouvoir relancer leur devis, travailler leur portefeuille, piloter leur activité, ce genre de choses. Et puis, troisième axe, c'est tout ce qui va tourner autour de je simplifie le quotidien de mes distributeurs. Donc typiquement, ça va passer par j'ai une rubrique portefeuille où j'ai une vision à 360, je peux faire des demandes de modification en ligne. J'ai des infos en bref qui me permettent de voir en un clin d'œil mes dossiers en attente, mes dossiers en impayés, vraiment tout ce qui va faciliter le quotidien. Un autre exemple que je peux vous donner sur cet axe-là, Aprilon propose une 50aine de formations dans la plateforme. Ces 50 formations qui permettent à nos distributeurs, par exemple, de se mettre à jour de la réglementation des fameuses 15 heures annuelles. Et puis, très récemment, un chatbot qui va accompagner nos courtiers à, de façon extrêmement simple, trouver une réponse sur l'un de nos produits en évitant d'aller lire l'ensemble des conditions générales. On va donc rentrer dans le vif du sujet, dans le détail de ces 3 axes de transformation. Le premier, c'était le parcours de souscription. Quelles sont les fonctionnalités que vous avez développées et avec quels résultats? Alors on peut donner quelques exemples. Sur le marché de l'emprunteur, par exemple, nous avons développé un parcours dédié pour les clients VIP de nos courtiers. Ça permet d'avoir un traitement ensuite assez spécifique et de mieux piloter cette activité pour nos distributeurs. Un autre exemple que je peux donner, qui est plutôt en lien avec les évolutions de marché, c'est la possibilité pour nos courtiers de proposer à leurs clients emprunteurs une garantie complémentaire en plus de celle demandée par la banque où le client va pouvoir désigner un bénéficiaire, celui qu'il veut. Et ça, c'est une évolution de marché, ça fait partie de ce qui nous est demandé. Autre exemple que je peux donner, sur la santé individuelle, on retravaille à nouveau la parfaite adéquation entre le besoin exprimé au début du parcours, le profil du client, son besoin exprimé et l'offre qu'on va pousser. Donc ça, on veut que ce soit le plus simple possible pour nos courtiers distributeurs. Nous, on considère que nos courtiers n'ont pas forcément à connaître l'ensemble de nos offres sur un marché, mais que c'est bien le parcours qui doit lui faciliter la vie. Un autre exemple, en auto par exemple, on est les seuls sur le marché à proposer en fait un espace de souscription pour le client final où il va pouvoir télécharger ses pièces, etc. Et c'est à la main du distributeur. Ça, c'est un élément très important. C'est-à-dire que d'abord, quand on fait évoluer nos parcours de vente, c'est parce que nos distributeurs nous le demandent. On travaille vraiment avec eux en écoute continue de leurs besoins. Et donc, on a des distributeurs qui vont utiliser telle ou telle fonctionnalité et d'autres non. Voilà. Un autre exemple que je peux vous donner sur la santé des expatriés, santé internationale, jusqu'à aujourd'hui, on est les seuls à avoir un parcours complètement digitalisé, y compris en e-sélection, en déclaration, etc. Voilà, donc on a des évolutions permanentes sur nos parcours, sur plein d'axes différents, et c'est co-construit avec nos distributeurs. Alors j'ai entendu digitalisation et automatisation. Comment vous imaginez, vous Guillaume, l'avenir de ces parcours de souscription? Est-ce que ça va passer par ces 2 axes-là? Oui, alors vraisemblablement, il y a de fortes chances. D'une manière générale, l'avènement des nouvelles technologies vont continuer à, je dirais, en plus de l'automatisation qui a déjà été mise en place, de fluidifier le parcours de souscription. On peut citer l'IA, bien sûr, générative, le blockchain, les objets connectés. L'automatisation avait déjà été quand même pas mal enclenchée. Chez Cegedim, par exemple, on a développé en tant qu'éditeur de logiciels des API qui permettent d'intégrer directement des outils de nos clients et en particulier des courtiers en amont dans notre système de gestion, les souscriptions, les devis, mais également tous les événements relatifs à la gestion de la vie du contrat. On va même jusqu'à la déclaration des sinistres qui permettent de, je dirais, pré-automatiser la déclaration, par la suite la liquidation de la prestation. Exactement. Est-ce que ces nouvelles fonctionnalités sont utilisées? Vous parlez des catalogues API, il y a également des distributeurs qui finalement ne viennent pas sur nos espaces, mais qui ont leurs propres espaces parce qu'ils les ont construits. Et eux, on va plutôt effectivement partager des informations avec eux via API. Est-ce qu'elles sont utilisées? En fait, je dirais que les courtiers, le plus compliqué, c'est de s'adapter aux 1000 méthodes de vente différentes qui existent chez nos distributeurs, leur mode de fonctionnement finalement. Et donc certains vont être très focus sur une fonctionnalité, d'autres non.
Voilà. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une partie des distributeurs qui nous connaissent très bien, et puis une autre qui vont travailler de façon plus occasionnelle avec nous. Et donc, du coup, ce qu'on fait, notamment pour ces courtiers occasionnels, on fait ce qu'on appelle des product tours, ces espèces de tutos digitaux qui va les accompagner chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité ou si c'est la première fois qu'ils rentrent dans un parcours de vente. Donc, il y a aussi évidemment des dispositifs d'accompagnement, y compris digitaux. Donc là, vous pilotez toutes ces évolutions technologiques. Laquelle, selon vous, a eu le plus de succès? De quoi sont-ils le plus friands, ces courtiers avec qui vous travaillez? Je crois que depuis quelques années, il y a déjà un espèce de prérequis qui est vraiment la souscription en ligne complètement digitalisée, etc. Donc ça, c'est devenu maintenant un standard du marché. Mais je crois que ce qui a été le plus structurant en termes de changement, c'est quand même ça, toute cette souscription digitalisée qui fait que je peux travailler à distance, que je peux avoir des interactions avec mon client quand je veux, etc. Depuis, après, c'est assez variable, ça dépend beaucoup aussi des marchés adressés, etc. On sent qu'il y a encore un certain nombre de technologies qui effectivement restent encore à utiliser. On parlait de l'IA qui permet quand même de mieux comprendre son client lié à la manipulation de données, les objets connectés qui permettent aussi de faire de l'acquisition de données en temps réel et qui vont permettre de peut-être mieux cerner le risque, mieux définir la garantie pour ce client et donc sa tarification. Blockchain est aussi quelque chose qui n'est pas encore utilisé mais qui permet d'apporter une meilleure traçabilité, une meilleure transparence dans le processus de souscription et puis une sécurisation des données également. Donc tous ces sujets-là ont été effectivement moins travaillés que l'automatisation de la souscription et sont encore devant nous. Et l'IA ouvre de belles perspectives, notamment. On en parlera de l'IA. Oui. On en parlera. On passe maintenant à la partie outils pour développer le business de vos courtiers. Ça, c'est une partie qui s'est beaucoup développée aussi grâce à la technologie ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette partie-là? Qu'est-ce que vous avez développé pour vos courtiers? Ce qu'on propose à nos courtiers dans notre espace Aprilon, c'est 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est on veut les accompagner à optimiser finalement la transformation de leur devis. Donc on va leur proposer en ligne un centre de relance où ils vont retrouver leur devis ou leurs adhésions en cours de souscription et ils pourront via un simple clic relancer un devis ou une adhésion en cours, soit par email, soit par SMS. Voilà. C'est la première grande fonctionnalité qu'on a lancée fin 2021 maintenant. La deuxième, c'est ce qui va concerner le travail de leur portefeuille, que ce soit prospect ou portefeuille client, avec une première partie qui est l'analyse de mon portefeuille April, qui sont mes clients et qu'est-ce qu'ils détiennent. Et à partir de cette analyse, l'outil va leur faire des recommandations d'actions, en l'occurrence qui seront presse-bouton et qui va envoyer un email à une cible du portefeuille. Et enfin, troisième fonctionnalité, c'est un tableau de bord, c'est plutôt du pilotage d'activité, où là, ils peuvent voir en temps réel l'évolution de leur activité avec April versus N-1 sur l'ensemble des marchés, etc. Justement, sur ces outils un peu clic-bouton, est-ce que les courtiers qui sont habitués à travailler manuellement leur portefeuille ne sont pas un peu frustrés de la puissance de ces outils? Quelle est la valeur ajoutée finalement du courtier qui lui connaît son portefeuille, ses clients, les besoins de ses clients? Alors c'est vrai qu'il y a un sujet d'adoption et on les accompagne à ça. C'est plutôt un changement d'habitude plus qu'une crainte. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a développé, je pense notamment au centre de relance, mais pas que, va être complètement personnalisable. C'est-à-dire que lorsqu'il va envoyer un email, ce n'est pas April qui envoie un email, c'est lui-même. Il peut y ajouter son logo, etc. Donc chaque courtier va décider d'utiliser ces fonctionnalités comme lui, il a envie. Il a une marge de manœuvre. Ah oui, bien sûr. Certains vont cliquer tout leur devis en cours et faire une relance qu'on appelle en masse en un seul clic. D'autres vont sélectionner soigneusement qui sont les clients qui veulent rappeler, ou d'autres n'utilisent même pas cette fonctionnalité pour vraiment faire la relance automatique, mais plutôt parce que dans cette fonctionnalité, on peut y laisser un commentaire. Donc on peut cocher « je l'ai eu par téléphone » et je laisse un commentaire. Donc je l'utilise comme une fonctionnalité CRM de suivi de mon devis, mais en revanche, je n'ai pas utilisé la fonctionnalité de relance. Donc chaque courtier finalement va adapter son usage en fonction de ce qui lui convient. Et vous me disiez que les courtiers qui utilisent cette fonctionnalité obtiennent de meilleurs résultats. Oui,
ce qu'on a observé sur le centre de relance, donc la relance des devis, pour les courtiers utilisateurs, les devis qui sont relancés donc, via notre fonctionnalité ont un taux de transformation supérieur de 30% aux autres devis. Alors Guillaume Turel, vous travaillez aussi pour une société technologique. Comment faire en sorte que les gens avec qui vous travaillez adoptent ces nouveaux outils? Et c'est un grand sujet, la conduite du changement. Vous êtes en plein dedans chez CGDIM. Comment vous faites? Ouais, alors déjà en tant qu'éditeur de logiciels, je dirais que notre devoir et notre intérêt aussi, c'est de construire des solutions de gestion des contrats les plus ouvertes possibles et qui vont permettre de s'intégrer dans les écosystèmes de nos clients le plus facilement possible. De façon à ensuite connecter par des API facilement. Ça, je dirais, c'est une obligation en complément de tout ce qu'on va mettre en place en termes de conduite du changement et de formation pour faire adopter ces outils. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'on a développé notre nouvelle plateforme de gestion des prestations en santé qui s'appelle Beyond et qui avait vraiment pour objectif de faciliter cette intégration avec nos clients. C'est particulièrement vrai avec les courtiers qui peuvent utiliser de nombreux outils digitaux. Donc on a développé vraiment des interfaces intégrées avec Salesforce, très facilement pluggables, mais également des API qui peuvent être adaptables à des outils propriétaires. Alors ensuite, on met en place des choses un peu plus traditionnelles, je dirais, mais des supports à destination de nos clients, et en particulier des courtiers, des supports sous forme de call qui vont permettre d'adresser des réponses sur différents sujets, que ce soit sur le parcours de vente de souscription, que ce soit sur la gestion des contrats lors de la vie du contrat, ou pour des réponses à des assurés, à apporter des assurés. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On travaille avec un assureur qui a souhaité développer très fortement sa branche courtage et pour qui on a 50 personnes qui sont dédiées à cette activité de support à destination de ces courtiers. Oui, donc il faut être là et avoir un service après-vente assez puissant. Oui, c'est certain, mais je pense que la clé, c'est quand même cette fameuse co-construction avec eux. Si on veut des fonctionnalités qui répondent à leurs besoins, il faut le travailler avec eux. Donc nous, on passe vraiment beaucoup de temps à les écouter sur leurs besoins, à les faire tester systématiquement. On a des courtiers bêta-testeurs chaque fois qu'on veut livrer une fonctionnalité. Ça, pour moi, c'est clé pour ne pas tomber à côté. Voilà. Dernière partie de cette émission, l'intelligence artificielle. Il nous reste peu de temps. Pascal, comment vous l'utilisez chez April, notamment l'intelligence artificielle générative? Oui, alors on a lancé un chatbot qu'on a construit nous-mêmes, avec du GenAI effectivement. L'objectif du chatbot, c'est de simplifier la vie de nos courtiers au quotidien. Lorsqu'ils se connectent sur Aprilon et qu'ils ont une question d'avant-vente sur nos offres pour le moment santé et emprunteur, ils peuvent poser n'importe quelle question et le chatbot va leur répondre. J'insiste sur le fait que nous avons pris décision de le construire nous-mêmes parce que nous avions un très haut niveau d'exigence sur la qualité des réponses apportées. Il fallait que ce chatbot soit un expert des offres April et absolument pas qu'il tombe à côté. Voilà. Donc ça, c'est un pari plutôt réussi. On a lancé ça en janvier et on a aujourd'hui plus de 97% de taux de réponse juste et complète. Donc super accueil du réseau. Sa limite aujourd'hui, c'est qu'il est limité justement à 2 marchés. Donc nos objectifs là dans les prochains mois, c'est de l'étendre à l'ensemble des marchés pour nos distributeurs. Il est utilisé ? Il est plutôt utilisé. On a déjà plus de 2000 courtiers qui l'ont testé et on a déjà une moyenne de un peu au-dessus maintenant de 500 courtiers par mois utilisateurs. Donc on est plutôt satisfait. Après cet exemple sur l'utilisation de l'IA chez April, on va enchaîner avec l'utilisation de l'IA chez CGDIM, notamment avec la gestion. Comment vous l'utilisez chez vous et quels sont les résultats? Alors, en tant que délégataire de gestion, on l'utilise déjà, comme l'évoquait Pascal, sur la téléphonie, avec également un chatbot qui a été mis en place avec un acteur du marché. Mais on l'utilise également sur tout ce qui est intégration des flux entrants. Et ça va nous permettre de contrôler les données entrantes, et notamment de faire du contrôle de fraude documentaire, s'appuyant sur de l'IA, et de commencer à générer l'acte de gestion, là aussi en utilisant de l'IA. En tant qu'éditeur de logiciels, mais qui sert aussi en tant que délégataire de gestion, on l'utilise également sur l'intégration des DSN, où on va faire des contrôles avec l'intelligence artificielle, et on est capable de générer des corrections automatiques sur la base des erreurs qu'on peut voir dans la détection des erreurs dans la DSN. Donc là, aujourd'hui, c'est nos grands cas d'usage de l'IA générative.
Merci à tous les deux pour ces exemples, ces illustrations. C'est pas toujours facile de parler de transformation, mais là on a eu plein d'exemples précis. Merci à tous les deux. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.